Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Banque. Un premier pas vers le DEVELOPPEMENT durable. En France, comme dans la plupart des autres pays, les premières entreprises à avoir manifesté un engagement et communiqué sur leurs actions en matière de développement durable sont les industries. Aujourd'hui, elles restent encore souvent l'objet principal de toutes les attentions en matière de développement durable, comme le montre notamment le dernier rapport du Commissariat général du plan dans ce domaine. Cependant, les entreprises de prestation de services comme la distribution ou le tourisme ont aussi déjà commencé à s'intéresser à ces thèmes. Les banques françaises comme les assurances n'ont engagé de telles démarches que très récemment. Il faut tout de même noter qu'elles sont en avance par rapport aux sociétés du secteur immobilier par exemple. Nous étudierons donc tout d'abord le contexte d'apparition des démarches entreprises par les banques en matière de développement durable. Nous nous interrogerons sur les raisons qui les ont engagées dans de telles démarches. Nous analyserons ensuite la multiplication des réseaux d'études et des engagements des banques dans ce domaine, fait contribuant aussi à la prise de conscience par les banques de leurs enjeux généraux ou spécifiques. Et finalement, nous ferons un premier état des lieux de la position des banques françaises dans ce domaine à travers le développement de leur reporting extra-financier et leur présence dans les indices d'investissement socialement responsable, première traduction de leur démarche. Chapitre 1er. Les facteurs du développement durable des banques. Alors qu'il y a encore peu de temps, les banques françaises ne s'intéressaient pas au développement durable, ou uniquement sous l'angle de la création de fonds d'investissement socialement responsables, il est intéressant de s'interroger sur les raisons qui les ont poussées à tenter d'appréhender cette notion dans sa globalité. Celle-ci, comme la plupart des entreprises, s'engage peu à peu en matière de responsabilité sociale sous la pression de leurs parties prenantes. Nous tenterons ici de mettre en évidence les particularités des facteurs de mobilisation de ce secteur, en analysant les enjeux vis-à-vis des parties prenantes directes que sont les investisseurs, les clients mais aussi les collaborateurs et ensuite vis-à-vis de la société civile. 1. Le développement durable face à l'objectif de rentabilité. La rentabilité est bien sûr un objectif des banques, comme de toutes les entreprises. Elles doivent atteindre cet objectif principalement pour assurer leur bon fonctionnement, satisfaire leurs investisseurs, fournir un travail à leurs collaborateurs et être en mesure de répondre aux besoins de leurs clients. Pour cela, les relations entre les banques et leurs parties prenantes directes reposent sur une question de confiance, qu'il nous faudra définir et relier à la notion de développement durable. Par ailleurs, dans la recherche de cet objectif de rentabilité, les banques sont sans cesse confrontées aux pressions de la concurrence dont le développement durable devient un élément non négligeable. Ce sont ces deux approches que nous étudierons ici. À restaurer et développer la confiance. Selon des propos rapportés, Michel Lavial, alors directeur qualité de la Société Générale, les banques ont pour premier enjeu de créer de la confiance. 22. Le lien de confiance entre la banque et ses clients, ses actionnaires mais aussi avec ses fournisseurs et ses collaborateurs, est d'ailleurs souvent rappelé par les rapports d'activité des banques. Le Crédit Agricole est une des banques qui insiste le plus sur ce thème. Dans le rapport de la Société Générale, il est aussi affirmé que la confiance est le fondement même du métier de banquier, et donc un enjeu de PRC-MICR plan pour ce groupe. Par ailleurs, la signature de la nouvelle identité visuelle de la Poste est désormais La Poste, et la confiance grandit. Quels sont les facteurs de cette confiance si indispensables aux banques ? La confiance est basée sur un point de vue subjectif que se fait une personne sur sa relation avec son banquier. Elle dépend de l'expérience vécue de chacun, sur des faits objectifs mais aussi sur l'image diffusée de sa banque. Or, celle-ci ne reflète pas toujours la réalité. Tout dépend du type de personne concernée. Les principales personnes qui doivent avoir confiance en une banque sont ses clients et ses investisseurs, actionnaires ou sociétaires dans le cas des banques mutualistes. Pour qu'un client ait confiance dans sa banque, il faut que celle-ci établisse une situation propice, un contact clientèle privilégié mais surtout que le client soit assuré que la banque honore le contrat qu'elle a passé avec lui. Pour cela, la banque ne doit pas être l'objet de scandales médiatisés concernant son fonctionnement et susceptible de remettre en cause ce contrat.
Cet aspect est aussi valable pour inspirer confiance aux investisseurs. Cependant, l'attention de ces derniers se porte plus particulièrement sur les résultats financiers de la banque, publiés dans le rapport annuel. Ils souhaitent être assurés du développement pérenne de l'entreprise qui détermine, pour celles qui sont cotées, l'évolution du cours de l'action et donc les profits perçus. Vis-à-vis des collaborateurs, l'enjeu semble de prime abord être lié à l'emploi créé par la situation économique rentable de la banque. Cependant, nous verrons que comme pour les autres parties, la confiance peut parfois aller au-delà des premières préoccupations que nous venons de citer et qu'en la mettant en rapport avec la notion de développement durable, la confiance peut recouvrir d'autres enjeux parfois encore insoupçonnés. En quoi le développement durable peut-il interférer dans ces relations de confiance ? Pour Barclays, la confiance est inhérente à la définition même de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui constitue, selon sa direction, le comportement d'affaires qui permet de créer la confiance et l'engagement des parties prenantes envers la compagnie. Il semble cependant nécessaire d'expliquer en quoi le fait de prendre en compte ces enjeux de développement durable, ou de responsabilité sociale, permet de créer cette relation de confiance. Le développement durable est pour certains une mode et pour d'autres une nécessité profonde et sincère de changement. Mais il est reconnu par tous comme pouvant désormais jouer directement sur l'image d'une entreprise. Plus aucune entreprise, et d'autant plus celles qui ont pour clients directs les consommateurs finaux, ne peut l'ignorer, car une entreprise dont l'image est affectée peut perdre ses clients déçus par le comportement d'une entreprise et avec eux ses investisseurs qui ne veulent pas compromettre moralement, mais surtout financièrement, leur argent. Un scandale peut affecter la santé financière d'une entreprise, voire ses collaborateurs, démotivés par l'appartenance à une entreprise ayant des valeurs dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Ce risque de réputation, dont dépend le comportement responsable de la banque, est donc lié aux différents éléments qui constituent la relation de confiance entre l'entreprise et ses parties prenantes. Il faut cependant relativiser ce propos. Si la confiance peut être brisée par un scandale, les parties prenantes ne vont pas pour autant exiger explicitement une démarche responsable de leur banque. En France, par exemple, il n'y a pas réellement de revendication ni de pression des clients pour s'assurer du comportement responsable de leur banque. Par ailleurs, ces parties prenantes ne font la plupart du temps pas de concessions sur LCURS autres exigences, principalement économiques. Si le crédit coopératif, qui se veut une banque engagée dans l'économie sociale dépasse cette relation de confiance et propose comme slogan « Vous serez fiers de votre banque, nous nous y engageons », il faut noter que peu de clients sont réellement attachés à cet argument et qu'il fait dans ce sens figure d'exception. Toute la difficulté pour la banque sera de réussir à engager sa démarche de développement durable pour minimiser ou éviter tout risque de crise à ce sujet, ou pour des raisons d'engagement interne, sans impacter sur les résultats financiers ni sur la qualité et le prix des produits et services offerts. Or, cet équilibre n'est pas toujours simple à trouver. Concernant la relation avec les clients, les banques anglo-saxonnes insistent beaucoup sur le fait que leur démarche éthique ou de développement durable ne diminuera pas la qualité ni la compétitivité des services. Ainsi, le développement durable peut permettre de mieux assurer la pérennité de la banque en évitant des crises médiatiques. Mais il peut aussi apparaître comme un outil visant à assurer un meilleur management des risques, autres que les risques de réputation, puisqu'il implique la prise en compte de risques émergents, environnementaux, sociaux, opérationnels. Il implique aussi de s'adapter aux nouvelles réglementations internationales, régionales et nationales en les anticipant au mieux. Mais aussi, il peut être une source pour la création de nouveaux marchés, créateurs de valeur. Alors que l'unanimité n'est pas encore obtenue à ce sujet, il faut reconnaître que les investisseurs commencent à s'intéresser à cette problématique sous l'effet de la pression concurrentielle et du mouvement de fond touchant les entreprises à ce sujet. Concurrence et marché, focus sur la montée de l'ISR. Quand on les interroge, les banques reconnaissent surtout que le principal moteur qui les pousse pour l'instant à s'engager dans des démarches de développement durable, c'est la pression concurrentielle. Elles ne peuvent ainsi échapper à ce mouvement de fond qui touche toutes les entreprises, selon Marie Guyard, membre de la direction du développement durable et de l'intérêt général du groupe Caisse d'épargne.
qui insiste sur les très fortes spécificités de ce groupe, liées à son histoire et aux valeurs sociétales qui ont justifié sa création. Toutes les grandes sociétés, qu'elles soient cotées ou non, sont concernées. L'objectif est donc de ne pas se laisser distancer dans ce domaine par des sociétés concurrentes. Or, le principal outil actuel de comparaison des démarches de développement durable entre les sociétés est la notation extra-financière. C'est donc elle qui sert de moteur à cette concurrence entre les banques, concurrence qui d'ailleurs dépasse souvent le cadre national. Cette notation est effectuée par des structures spécialisées, Vigeo, Eiris, SAM, Tibel, Innovest, Core Rating, qui identifient les grands enjeux, porteurs de risques mais aussi d'opportunités, autrement dit de nouveaux marchés pour les entreprises. Elles sont prises au sérieux, car elles détiennent les clés des indices boursiers éthiques ou socialement responsables, FT4 Good, DJSI ou ASPI. Être présent dans ces fonds devient aujourd'hui un véritable enjeu pour les entreprises, y compris les banques car ils sont souvent utilisés comme des références dans le domaine. Jean-Pierre Sicard, président de Novetic, centre de ressources et d'expertise sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'investissement socialement responsable, confirme ainsi qu'avec l'apparition des fonds éthiques, les entreprises sont de plus en plus mises sur la sellette. Ces fonds, et avec eux les indices, donnent plus de visibilité à ce thème et à la concurrence qui s'y rapporte. Cela se justifie d'autant plus que la présence dans les indices correspond à une certaine rivalité entre toutes les entreprises, mais aussi au niveau sectoriel. L'agence de notation suisse SAM, Sustainable Asset Management, choisit ainsi un pourcentage limité d'entreprises dans chacun des secteurs pour définir ces indices. Les agences analysent le plus souvent les entreprises à partir d'une série de critères communs à toutes, et une série d'aspects plus spécifiques. Concernant les banques, il s'agit surtout des impacts indirects, de l'environnement et de la déontologie vis-à-vis des clients notamment. La notation peut être demandée par les entreprises, notation sollicitée, ou par les investisseurs, notation déclarative. La démarche ne se limite ainsi pas aux entreprises cotées. Le groupe Caisse d'épargne, Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE, a par exemple, fait appel à une notation sollicitée en 2003 afin d'évaluer, après avoir fait quelques autodiagnostics de ses caisses, sa démarche globale. Cette banque non cotée, ayant par la loi à poursuivre un objectif d'intérêt général, s'est sentie concernée par la notion de responsabilité sociale. Ainsi, sans avoir de pression particulière de la part de ses sociétaires dans ce domaine, elle s'est engagée dans la démarche face à la pression concurrentielle. Dans la perspective d'une entrée en bourse, la CNCE en mesure tout l'intérêt du point de vue de l'enjeu des investisseurs spécialisés dans l'ISR. L'objectif de confiance des parties prenantes, et avec lui, l'enjeu de la réputation de la banque, est donc un des moteurs clés de la démarche de développement durable des banques. À cet enjeu s'ajoute et est liée une pression concurrentielle qui pousse aujourd'hui à s'investir dans le domaine. 2. Les pressions débutantes de la société civile. Les pressions de la société civile, et principalement des organisations non gouvernementales, ONG, peuvent être un facteur prépondérant dans les évolutions des politiques de responsabilité sociale des entreprises. Les scandales contre Nike, ou encore l'affaire BrandSpar contre Shell, en sont les illustrations les plus célèbres. Alors que l'on a démontré l'importance du capital de confiance pour les banques, on comprend l'enjeu que représentent de telles attaques compromettant leur réputation et donc susceptibles de nuire à ce capital. Ceci est d'autant plus important pour les banques qui s'adressent aux consommateurs finaux, principaux publics de ces campagnes. Émergence de campagnes ciblant les banques étrangères. Les pressions de la société civile sont longtemps restées relativement faibles pour les banques. Le cas de la banque anglaise Barclays fait ainsi exception. CCLC avait dû, sous la pression des protestations étudiantes anti-apartheid, se retirer d'Afrique du Sud en novembre 1986 pour ne pas risquer de perdre ses futurs clients. Longtemps à l'abri de ce type de critiques, les banques n'envisageaient donc pas de développer des démarches de développement durable sous l'angle d'une minimisation de ce risque. Aujourd'hui, la donne semble changer, ce qui a pu et peut encore permettre une évolution des comportements des banques. Désormais, les ONG sont de plus en plus nombreuses à les prendre pour cible, conscientes de la nécessité d'influencer les modes de financement pour obtenir des modifications en profondeur.
Ce fut le cas pour plusieurs banques anglo-saxonnes comme Barclays, Citigroup et Bank of America. La structuration des campagnes des ONG face aux banques. La déclaration Solanke LLC des ONG à Colquevecchio, voire annexe 2, illustre ce mouvement des ONG pour la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Celle-ci demande le respect de 6 principes par les acteurs financiers: la transparence, la soutenabilité, la responsabilité, le fait de rendre des comptes, de refuser les destructions environnementales et sociales et d'avoir un marché financier soutenable. Il s'agit pour les ONG de présenter ce que sont, pour elles, les enjeux principaux des banques en termes de développement durable. Elles font ainsi front commun face aux banques afin de leur faire prendre conscience de leurs exigences. Ce positionnement global sur le secteur reste cependant peu précis et peu connu. Il s'agit tout de même d'un des textes fondateurs de BankTrack, un réseau international d'ONG coordonnant leurs actions contre les banques privées. Ainsi, les ONG s'organisent pour tenter d'avoir plus de poids face aux banques. Un développement tardif en France. Comme l'a fait remarquer Jean-Pierre Sicard, président de Novecétique, en Europe aussi, les ONG ne mettent plus seulement en cause les fabricants ou les importateurs. Elles commencent aussi à s'intéresser au financement et à la responsabilité des banques ou des investisseurs. La pression médiatique semble un des moteurs les plus importants pour faire évoluer le comportement des banques. Or, en France, les banques privées ont presque toujours été préservées des attaques des ONG, ce qui peut expliquer en partie leur retard dans ce domaine. Il est ainsi important que les ONG engagent des campagnes concernant ces banques, si elles veulent que les banques françaises rattrapent leur retard. Tout est une question de pression, affirme Sébastien Godineau, coordinateur de la campagne de réforme des institutions financières des Amis de la Terre, convaincu que le retard des banques françaises est lié au manque d'organisation de la société civile française sur ces thèmes. Les ONG anglo-saxonnes sont bien plus en avance sur ces problématiques, confirme-t-il. Les ONG restent, selon lui, le principal moteur d'évolution des entreprises dans le domaine du développement durable, la réglementation concernant les multinationales restant relativement bloquée actuellement. Une campagne contre les banques, une première en France. Pour pallier à cette absence de pression sur les banques françaises et surtout pour tenter de remédier aux lacunes de ces dernières concernant le développement durable, les Amis de la Terre en France, après s'être essentiellement axés sur les institutions financières internationales, ont lancé en décembre 2005 une campagne ciblant le secteur bancaire privé français. Cette campagne vise principalement les 3 grandes banques les plus actives au niveau international. Il s'agit aussi de celles qui présentent les plus gros capitaux et investissements, et qui sont présentes dans le financement des grands projets les plus controversés d'un point de vue environnemental à l'heure actuelle. Cette campagne se fixe 3 objectifs. L'amélioration de la transparence concernant les impacts environnementaux directs et indirects des banques. Ce premier objectif reprend un des problèmes principaux qui rend difficile toute étude actuelle sur l'état des lieux des banques françaises et du développement durable. La lutte contre le changement climatique, qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à la fois directes et indirectes des banques. Le développement de produits financiers, en faveur de l'énergie propre et de l'efficacité énergétique. Ce dernier point implique par exemple le développement des prêts à taux préférentiels, voire une exclusivité des prêts pour de l'immobilier durable ou des voitures propres. Cette campagne se base sur la distribution de brochures au réseau des Amis de la Terre, sur l'envoi de cartes postales, par les consommateurs volontaires au PDG des 3 entreprises. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.